Eustace Conway est devenu l'un des favoris de la série à succès Mountain Men, admiré pour son mode de vie rude et son profond attachement à la nature. Mais derrière l'admiration et les applaudissements, peu de gens connaissaient la vérité. La célébrité ne lui a pas apporté la paix, elle lui a apporté des problèmes. Aujourd'hui, Eustace rompt le silence. Et ce qu'il révèle changera à jamais votre vision de l'émission, l'ascension d'une légende. Avant de lever le voile sur la controverse qui entoure les Mountain Men, il convient de comprendre l'homme lui-même. Eustace Robinson Conway est bien plus qu'une star de la télé-réalité, c'est un naturaliste et un survivaliste de la vie réelle qui a inspiré la biographie acclamée d'Elizabeth Gilbert, The Last American Man, le dernier homme américain. Son mode de vie inhabituel a même attiré l'attention de l'auteur Sarah Vowell, qui l'a présenté dans Adventures in the Simple Life, Aventures de la vie simple, sur l'émission This American Life de la NPR. Au cœur de son mode de vie se trouve la réserve de Turtle Island, un sanctuaire naturel de milacres niché à Boone, en Caroline du Nord. C'est là qu'Eustace a vécu enseigner et préserver les compétences des premiers pionniers américains. Mais c'est son apparition dans l'émission Mountain Men qui l'a propulsé sur le devant de la scène et, en fin de compte, dans la tourmente. Le mythe derrière l'homme. Contrairement à ce que croient de nombreux fans, Eustace n'est pas né au fin fond des bois. Il a en fait été élevé à Columbia en Caroline du Sud dans un foyer conventionnel avec ses 3 frères et sœurs. Sa transformation en sauvage n'en est que plus remarquable. À l'âge de 17 ans, Eustace a pris une décision audacieuse, abandonner la vie moderne et vivre de la terre. Il s'installe dans un tipi dans la forêt, porte des vêtements en peau de dame, faits à la main, et commence à se forger une vie guidée par la nature et non par la société. Ce choix radical va définir son identité, mais aussi attirer une attention non désirée. Le coup caché de la célébrité, Mountain Men, a permis à des millions de téléspectateurs de découvrir le mode de vie unique d'Eustace. Mais avec les caméras sont apparus la pression, l'examen minutieux et les batailles juridiques qui menaçaient à la réserve même qu'il avait travaillé si dur à construire. Sa liberté personnelle, la chose à laquelle il tenait le plus, était peu à peu compromise. Aujourd'hui, Eustace s'exprime, confirme les rumeurs et remet les pendules à l'heure. Ce qui a été montré à la télévision, dit-il, n'est qu'une partie de l'histoire. La vérité est plus crue, plus complexe et plus humaine que la télé-réalité ne l'a jamais permis. Pendant cette période, il fabrique et rassemble des outils. Eustace était un jeune homme audacieux. À l'âge de 18 ans, il avait parcouru 1000 miles en canoë sur le fleuve Mississippi. Attendez, ce n'est pas tout. Après avoir accompli ce grand exploit, il a traversé l'Amérique à pied sur le sentier des Appalaches, parcourant ainsi 2000 miles. Il a parcouru en kayak toute la côte sud de l'Alaska, parmi les icebergs et les baleines. Selon les archives, Eustace a parcouru plus de 5000 miles de sentiers sauvages, à couper le souffle, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe, des déserts sablonneux aux jungles luxuriantes. Eustace est un homme qui est resté une légende dans l'histoire. Il a vécu avec de nombreuses tribus indiennes différentes et il a adoré ça. Chaque fois qu'il était avec eux, il célébrait leur culture avec eux et s'assurait que tout le monde la connaissait. Eustace a également été interprète fédéral au Parc national de Chaco Canyon au Nouveau-Mexique et naturaliste d'État au parc de Crowder's Mountain en Caroline du Nord. De nombreuses personnes considèrent Eustace comme un naturaliste unique. C'était un homme qui aimait chaque parcelle de la terre. Pour lui, l'air, la terre et l'environnement naturel étaient des bénédictions de l'univers. Ce naturaliste ne manquait pas non plus les yeux aiguisés des amoureux de la faune et de la flore. L'une d'entre elles était Sally Middleton. Le jour de son 30e anniversaire, Sally Middleton, artiste animalière de renom, lui a dit « Vous êtes l'homme le plus intéressant que j'ai jamais rencontré ». Ce commentaire en dit long sur la personnalité d'Eustace. Eustace a toujours été le seul à suivre ses rêves et à vivre pleinement sa vie. Comme taureau, il s'est rendu dans les bois pour voir s'il pouvait apprendre ce qu'ils avaient à lui enseigner. Pendant plus de 40 ans, il est resté dans les bois. Au milieu de tout cela, il a connu des hauts et des bas, et il a pu apprendre beaucoup de choses. Il s'est notamment coupé le pouce. Mais au lieu de cela, il l'a recousu avec 12 points de suture, et a utilisé des plantes médicinales pour le guérir.
Un autre fait intéressant à propos d'Eustace est que malgré son amour pour les bois, il était instruit. Il a fréquenté l'Appalachian State University et après avoir obtenu son diplôme, il a été honoré du titre de Most Outstanding Anthropology Senior, meilleur étudiant en anthropologie. Outre l'anthropologie, il est également diplômé en anglais. Le Dr Harvard Ayers, professeur d'anthropologie à l'Appalachian State University, a résumé les nombreuses activités d'Eustace en disant « Eustace est un étudiant de la vie qui s'exprime clairement. Lorsqu'il était à l'université, tout le monde savait que la classe préférée d'Eustace était celle consacrée à la nature. Il aimait la pluie et le froid. Par exemple, lorsqu'il citait Steve McQueen, il souriait joyeusement et disait « Je préférerais me réveiller au milieu de nulle part plutôt que dans n'importe quelle ville du monde. » Plus que la vie elle-même, Eustache aimait son héritage montagnard et il croyait fermement à ce principe. Utilisez-le, usez-le, faites-le ou pas. Alors qu'il travaillait à la rédaction d'un livre sur la culture montagnarde des Appalaches, Eustace a réalisé l'incroyable. D'après les archives, il a construit une ferme tout à fait exacte, avec 9 bâtiments en bois, méticuleusement construits, en utilisant uniquement les matériaux récoltés sur place. Eustache a également entraîné ses mules, ses chevaux et ses taureaux à tirer des rondins des traîneaux et des chariots et à labourer les jardins. En outre, Eustace a établi le record du monde de la traversée à cheval, d'une côte à l'autre de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en 103 jours. Plus tard, selon le New York Times, le Los Angeles Times et le livre Bud and Me, le record de la traversée du continent nord-américain à cheval était de 60 jours. Ce voyage aurait été effectué par Bud et Temple Abernathy, âgés de 11 et 7 ans. Les deux hommes ont parcouru 3609 miles de New York à San Francisco au cours d'un périple équestre qui a débuté en août 1911. Leur périple a commencé en août 1911. Outre le record du monde, Eustace a également parcouru 800 miles à travers les Carolines en 21 jours. Il croyait beaucoup à la puissance des chevaux et aimait l'utiliser. Il disait souvent que les chevaux pouvaient avoir des enfants, mais pas les voitures. En outre, il a été rapporté que bien avant que l'éthique environnementale ne soit reconnue, Eustache avait commencé à l'enseigner. Il a dit un jour « Les Américains se sont séparés du monde naturel. Au cours des 80 dernières années, nous avons progressé si rapidement que nous sommes comme des enfants qui essaient de courir. » Il a ajouté que nous serions bien avisés de ralentir et d'en apprendre davantage sur les valeurs primitives. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de comprendre et de vivre en harmonie et en équilibre avec la nature. En effet, l'homme séparé de la nature est un fantasme. Lorsque Eustache s'est un peu éloigné de la ligne d'enseignement, beaucoup de gens n'ont pas été surpris. Il est né dans une famille d'enseignants. Ses parents et ses grands-parents étaient des éducateurs. Son grand-père, Chief Johnson, a fondé le camp Sequoia en 1924 et est devenu l'un des pères du camping américain, un grand américain. Il a lancé le programme Turtle Island, qui deviendra plus tard le fondement du programme Sequoia. Ce programme a joué un rôle crucial dans la croissance et le développement de la communauté. À Sequoia, la mère d'Eustace a grandi dans une maison en rondin, chauffée par une grande cheminée en pierre. Pendant son séjour, elle a beaucoup appris sur la nature et s'en est imprégnée. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a poursuivi ses études, obtenu une maîtrise et commencé à enseigner. Son mari, le Dr Eustace Conway, professeur de génie chimique, est un passionné de plein air. Il aimait la randonnée et en était passionné. Les archives révèlent qu'il a déjà parcouru 80 km de sentiers de montagne en une journée. Il n'est donc pas étonnant qu'Eustache soit audacieux et inarrêtable. C'est inscrit dans les gènes. Quand Eustache était plus jeune, son père l'emmenait souvent avec lui. Chaque expérience l'enthousiasmait. Dès l'âge de 4 ans, il s'est habitué aux excursions en canoë en eau vive. Le temps passé avec son père lui a également fait prendre conscience de l'importance de l'éducation, et par conséquent, il a naturellement développé une tendance à vouloir apprendre et enseigner. Eustace a tout fait et tout appris. Cependant, en 1987, il a réalisé le rêve de sa vie, Turtle Island Preserve. Il voulait construire un centre d'éducation à l'environnement et une réserve naturelle de 1000 acres près de Boone, en Caroline du Nord. Il l'a construite, et dans la réserve, il a fait en sorte que les gens tombent amoureux de la nature. En tant qu'éducateur, il aimait défendre la citation d'Emerson qui dit « Ce que vous faites parle si fort que je ne peux pas entendre ce que vous dites. »
La réserve de l'île de la Tortue représentait tout pour Eustache, et il l'a révélé lorsqu'il a déclaré « Lorsque j'ai marché pour la première fois sur cette terre, l'île de la Tortue, j'ai su que j'avais trouvé la terre sacrée que je cherchais. Il correspondait à la vision que j'avais depuis ma jeunesse des vallées isolées et vierges à conserver à jamais à l'état sauvage. J'ai acheté la première piste de 107 acres cette semaine-là. Depuis, nous avons ajouté de nombreuses pistes, construites une ferme à partir de la forêt et mis en place un programme basé sur l'éducation par l'expérience. L'authenticité est devenue notre devise, et le travail acharné est devenu notre mantra quotidien. Eustache a sans aucun doute eu une belle vie. À son insu, le destin lui réservait d'autres surprises, et elles n'étaient pas très réjouissantes. Ses ennuis ont commencé lorsqu'il a participé à la série télévisée Mountain Men. La série qui se concentre sur sa vie quotidienne de corvée et de préparation de la nourriture pour l'hiver à venir, a failli lui coûter sa réputation et tout le reste. Mountain Men. Mountain Men est une série télévisée américaine de télé-réalité diffusée sur la chaîne History Channel, dont la première a eu lieu le 31 mai 2012. L'émission a acquis une grande popularité grâce à ses acteurs. Cependant, de méchantes rumeurs ont circulé selon lesquelles Mountain Men ne serait pas aussi réel que beaucoup le pensaient. Avant d'en arriver là, explorons la vie de ces acteurs qui ont rendu Mountain Men célèbre. Le premier sur la liste est Eustace Conway. Eustace vit sur une parcelle de terre dans les Blue Ridge Mountains de Caroline du Nord, qu'il appelle Turkey Island. Sur l'île, Eustace accueille des gens et leur enseigne les techniques de base de la survie en milieu sauvage. Grâce à sa grande influence, Mountain Men est devenue l'une des séries télévisées les plus regardées. En outre, Eustace gagne sa vie en utilisant des techniques anciennes pour récolter du bois de chauffage. C'était amusant pour lui et pour les téléspectateurs. Malheureusement, cette situation est sur le point de prendre fin lorsque ses terres sont menacées et qu'il doit se battre pour en conserver la propriété. Outre Eustace, son ami Preston Roberts l'a rejoint et est apparu fréquemment dans l'émission. Un autre membre de la distribution est Marty Majorado. Marty vit dans la petite ville de Two Rivers en Alaska avec sa femme Dominique et leur fille Noah. Une fois par mois, Marty pilotait souvent son Piper Super Cub équipé de pneus de toundra pour se rendre à sa cabane sur la rivière Drangik, sur le versant nord de l'Alaska. Chaque fois qu'il s'y rendait, il utilisait une motoneige pour s'occuper de ses pièges à animaux qu'il utilisait pour collecter des fourrures. Chaque fois qu'il faisait cela, les téléspectateurs étaient émerveillés et excités. Un autre membre intéressant de la distribution est Tom Orr. Tom est un ancien cow-boy de rodéo et il vit près de la rivière Yaak dans le nord-ouest du Montana avec sa femme Nancy et leur chien Ellie. En cours de route, le couple a dû faire face à une saison hivernale de 7 mois, mais ils ont travaillé dur pour s'y préparer. Leurs voisins les ont également aidés. La vie de Tom est unique. Il est un tanneur accompli de peaux de gibier et il y est parvenu en utilisant des méthodes naturelles américaines. Rich Lewis, quant à lui, est un chasseur de pumas. Contrairement à d'autres, il éprouve une grande joie à tuer des lions. Il réside dans la Ruby Valley dans le Montana avec sa femme Diane. Avec passion, il traque les lions de montagne à l'aide d'une équipe de chiens de chasse. L'émotion, l'excitation et la sueur qu'il dégageait ont permis à l'émission d'obtenir de bonnes audiences et de la publicité. Malheureusement, au cours de la 6e saison, il a révélé qu'il devenait trop vieux pour courir après les lions. Pour cette raison, il n'a pas rejoint l'émission pour la 7e saison. George Michaud était également présent sur le plateau. Trappeur de fourrures, il campait le long de la Snake River et de la chaîne Teton dans l'Idaho. George menait une vie difficile, mais cela ne le dérangeait pas. Charlie Tucker a également été ajouté à la série. Tucker également trappeur de fourrures, comme George réside près de Great Woods à Ashland dans le Maine. La plupart du temps, il fait équipe avec Jim Dumond. Kyle Bell était chasseur de gibier et pourvoyeur de métier. Lorsqu'il va à la chasse, il ne saccage pas la forêt. Il chasse plutôt sur 45 000 acres de paysages accidentés. Par ailleurs, Kyle réside dans la vallée de Cimarron au Nouveau-Mexique avec son fils de Dixon Ben. Morgan Beasley, quant à lui, réside dans la chaîne de l'Alaska avec sa compagne Margaret Stern. D'après les archives, le duo est titulaire d'une licence de pilote de brousse. Jason Hawke a également participé à la série de télé-réalité. Sa famille vit près des Ozarks dans l'Arkansas, et il était maître forgeron et propriétaire de la forge de Jason Hawke, un hors-la-loi.
Preston était toujours dans l'émission avec eux jusqu'en juillet, lorsque la tragédie a frappé. Selon les rapports, le 24 juillet 2017. Preston est décédé de complications dues à un cancer à l'âge de 60 ans. Cette perte était personnelle pour Eustache, qui aimait et adorait son ami, mais il n'avait pas d'autre choix que de le laisser partir. Il a exprimé sa douleur sincère de diverses manières. Dans un hommage écrit pour la Turtle Island Preserve, Eustace a parlé de Preston. Il a fait part de ses sentiments concernant la perte de son meilleur ami et a évoqué le soutien et l'amitié dont il a bénéficié dans sa vie. Il a écrit qu'il avait aidé des milliers d'étudiants et d'amis, améliorant toujours leur vie. Il a ajouté que Preston était l'une des personnes les plus authentiques qu'il ait rencontrées dans sa vie. Il a également déclaré que lorsque Preston était en vie, il aimait sa femme de manière plus généreuse, plus complète et plus engagée. En l'honneur de Preston, Eustace a lancé un appel aux dons sur le site GoFundMe. Après avoir recueilli les dons, il a remercié tous les donateurs, en précisant qu'une partie de l'argent servirait à réparer le toit de la maison de Preston qui fuyait. Preston était non seulement un bon ami pour Eustache, mais aussi l'un des hommes les plus virils qu'il ait jamais rencontrés, et il lui a confié qu'il l'aurait toujours voulu à ses côtés dans n'importe quel combat. Il a écrit dans son hommage « Je voudrais vous laisser avec une photo rare et intime de Preston à moitié nu en hiver, portant un tutu rose, essayant de faire sourire sa femme bien-aimée Kathleen qui luttait contre le cancer. Son plan a fonctionné. Elle a souri et a réussi. L'amour de Preston pour Kathleen et le bon travail ne connaissaient pas de frontières. De nombreuses personnes n'ont pas pu retenir leurs larmes après avoir lu cet article. Eustace a terminé son message par une citation sur les pleurs et a déclaré que jusqu'à ce jour il pleurait encore la mort de son ami. Il a également partagé une photo de Preston sur Facebook avec le message suivant « Repose-toi bien, Preston James Roberts ». En raison de complications dues à une tumeur inopérable au foie, Preston Roberts a rendu son dernier souffle à 15h30 le lundi 24 juillet 2017 dans les bras de sa femme bien-aimée, Kathleen entourée de sa famille et de ses proches. Eustace a également écrit que la perte qu'il ressentait était indescriptible et que Turtle Island organiserait une cérémonie de célébration de la vie de l'homme des montagnes. Dans l'épisode suivant sans Preston à ses côtés, Eustace est en proie à des difficultés émotionnelles et physiques. Preston était son bras droit et le perdre signifiait qu'il avait du mal à travailler seul dans leur entreprise de bois. Il ne pouvait pas répondre aux commandes sans assistance. Après sa mort, son fils Joseph Roberts est apparu dans plusieurs épisodes des saisons. Sa présence est une consolation, mais pas assez pour les membres de l'équipe qui avaient appris à aimer Preston. Jake Herrick était également un chasseur de pumas dans l'émission. Il a fait preuve d'une grande habileté et d'une grande maîtrise. Jake réside dans les Tobacco Root Mountains, dans le Montana. Mike Horstman s'est ajouté à la liste. Mike était guide de chasse à l'ours et réside sur l'île de Kodiak, en Alaska, avec son chien Adele. Josh Kirk était également gestionnaire de ranch et chasseur de gibier. Il résidait dans la Wind River Range, dans le Wyoming. Il y est resté avec sa femme Bonnie et leur fille Eden. Les derniers sur la liste sont les frères Uren Kidd et Harry. Pour ses frères, participer à la série de télé-réalité a été une réussite importante. Ils étaient éleveurs de bétail et chasseurs de gibier dans la forêt nationale de Sawtooth, dans l'Idaho, également connue sous le nom de Sawtooth Wilderness, région sauvage de Sawtooth. Lorsque les rumeurs et les scandales concernant les Mountain Men ont commencé, c'est avec Kidd et Harry qu'ils ont débuté. Beaucoup de gens ont dit que les deux avaient eu un accident sur le plateau de tournage. C'est grave, non, mais voyons si c'est vrai. Lors de l'une de leurs diffusions en direct, Kidd et Harry ont été exposés à un autre type de danger que celui auquel ils étaient habitués dans l'émission. Naturellement, l'émission s'est concentrée sur les compétences de survie des Mountain Men et sur la manière dont ils peuvent relever les défis qui se présentent à eux. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la nature sauvage qui a menacé la vie de Kidd et Harry. Dans cet épisode intitulé « Le grand jour de Tom, Kidd et Harry ont été entraînés dans une dangereuse chute libre à la suite d'un accident de VTT. Dans cet épisode, Jake part en patrouille pour protéger les veaux nouveau-nés, Nancy fait à Tom la surprise de sa vie, et Josh tente de maîtriser un chat sauvage. Jason était occupé à récupérer du matériel agricole pour faire fonctionner l'entreprise de forge de Lambs. Chacun d'entre eux était occupé par une chose ou une autre, et n'a pas remarqué que Todd et Kidd
avait des ennuis. Lors de l'avant-première de l'épisode, les caméras ont filmé Kid et Harry en train de conduire un VTT sur un terrain sans grande adhérence. Selon les téléspectateurs, l'un des hommes a été entendu en train de dire « Les freins sont morts », alors que le VTT commençait à dévaler la pente et qu'Harry était toujours au volant. Cela a semé l'effroi dans le cœur de beaucoup de gens. Tout le monde ne savait pas si Harry avait réussi à descendre la pente sans encombre, et les téléspectateurs avaient besoin de le savoir. Cela a donné lieu à de nombreuses rumeurs et spéculations. Est-ce la première fois que Kid et Harry sont en danger à cause de la série? Non. Cependant, l'épisode s'est avéré être le plus délirant de leur histoire. L'accident qui semblait effrayant ne leur a pas coûté la vie. Aujourd'hui, ils se portent tous les deux bien. Le 29 juillet, il a posté une photo de lui et de sa famille avec la légende suivante. « Je passe du temps avec ma famille dans la nature, la vie est belle. » Harry suit également ses traces et il s'est assuré de mettre à jour sa famille sur Facebook. Récemment, on l'a vu poster un aperçu d'un épisode de Mountain Men au début du mois de juillet. À la suite de l'incident impliquant Kid et Harry, un autre problème est survenu avec les Mountain Men. L'émission a commencé à perdre de sa notoriété et de sa popularité. À un moment donné, l'émission s'est concentrée sur Jake Herrick et ses chiens, ce qui a ennuyé les téléspectateurs. Mais le coup le plus dur a été porté lorsque les gens ont commencé à croire aux rumeurs selon lesquelles l'émission de télé-réalité Mountain Men était une mise en scène et n'était pas aussi réelle que beaucoup le pensaient. En outre, Kid et Harry Yorin ont commencé à perdre l'amour et le respect des téléspectateurs. La rumeur selon laquelle les Mountain Men étaient une mise en scène s'est amplifiée. Tout au long des années, de nombreux articles et messages ont été publiés sur la façon dont les hommes de la montagne auraient fabriqué le drame et le danger. Cela n'a évidemment pas plu aux téléspectateurs habitués à voir des émissions de télé-réalité scénarisées. À de nombreuses reprises, certains téléspectateurs ont dénoncé le fait que l'histoire des enfants et d'Harry pouvait également être une mise en scène. Après que les deux frères ont parcouru les montagnes à cheval pendant des semaines, les téléspectateurs ont commencé à se lasser de leur contenu. Ils ont alors commencé à faire sauter un barrage de castors à l'aide d'explosifs. Ils ont agi de la sorte pour attirer l'attention des téléspectateurs. Malheureusement, ils ont finalement été démasqués comme étant des faux. Selon Mao, un téléspectateur a écrit « Désolé, mais j'en ai assez de ces deux imbéciles. Je ne vois pas comment on peut les considérer comme des montagnards. Des aides de ranch peut-être. Ouch !» Tom Orr a également déclaré à la Billings Gazette « Bien sûr, il n'y a pas de problème tous les jours. Alors parfois, pour pimenter l'émission, les producteurs doivent faire en sorte que les choses paraissent plus dangereuses qu'elles ne le sont. Selon Tom, ils rendent souvent les choses dangereuses pour que l'émission reste vivante. Même si les gens voulaient en les croire, ils étaient blessés. Les difficultés d'Eustace Conway. La raison pour laquelle de nombreuses personnes pensent que Mountain Men a pu provoquer la tragédie d'Eustace est qu'avant qu'il ne participe à la série de télé-réalité, sa vie était moins chaotique. Cependant, après avoir exposé l'île de la Tortue à l'antenne, de nombreux problèmes sont apparus au point qu'il a failli perdre sa terre. Détendez-vous et profitez des nouvelles juteuses qui vous attendent. Allons-y. Pour s'occuper de la Turtle Island Preserve, Eustace a dû faire appel à ses stagiaires et apprentis. Cependant, il détestait le système réglementaire d'exonération fiscale. Il dépendait d'un flux régulier de campeurs payants. Il s'occupait de ses affaires et détestait que des forces extérieures interfèrent, mais les choses ont vite changé après qu'une plainte a été déposée contre lui. Selon certaines informations, la Turtle Island Preserve d'Eustace aurait été construite illégalement. Après avoir reçu la plainte, le service de planification et d'inspection du comté de Watauga a enquêté sur Turtle Island. Après une recherche approfondie, ils ont découvert de nombreuses structures pour lesquelles aucun permis n'avait jamais été délivré. Invoquant de nombreuses violations du Code de la santé et de la sécurité, le procureur du comté a donné 3 options à Eustace: mettre les bâtiments en conformité avec les normes minimales de l'État, faire certifier par un expert qu'ils sont déjà conformes au code et qu'ils ont obtenu les permis appropriés, ou les démolir. C'était une question difficile pour Eustace. Cependant, certaines rumeurs laissaient entendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple enquête. Il était clair qu'Eustace était visé. Le directeur de la planification du comté, Joe Furman, a expliqué que le conflit avait commencé à la fin du printemps 2012 lorsqu'il a reçu un appel anonyme.
L'appelant a communiqué des informations sur les constructions illégales d'Eustas. Une semaine plus tard, une enveloppe non marquée contenant une carte grossièrement dessinée, mais très détaillée, avec un code couleur a été partagée. La carte montrait des bâtiments, le nivellement de route et le câblage. Tous ces travaux auraient été effectués sans autorisation ingénierie ou inspection appropriée. Avec des informations aussi détaillées et organisées, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'enquêter sur Eustache. Les inspecteurs ont procédé à l'inspection de son terrain et ont découvert que le bâtiment ne disposait pas des raccordements minimums aux égouts et à l'eau. En outre, tous les bâtiments ont été construits avec du bois scié sur place et non avec du bois de construction classé, comme l'exigent les codes de construction. En outre, des panneaux solaires alimentent l'équipement du petit bureau d'Eustas et une microcentrale hydroélectrique installée par des étudiants du programme de technologie appropriée de l'ASU alimente un petit atelier. Plus les contrôles avançaient, plus ils découvraient des connexions illégales. Selon les inspecteurs, ils ont observé des câblages et des boîtes de jonction qui n'étaient pas conformes au code. En outre, ils ont observé un poêle à bois dont la cheminée se trouvait sous le toit métallique d'un bâtiment plutôt qu'à travers celui-ci, ainsi que des toilettes extérieures non autorisées destinées à un usage public. Pour ne rien arranger, de nombreux bâtiments étaient reliés aux fondations en pierres empilées qui les soutenaient. Lorsque le consultant Dabu O'Whaley a écrit sur le cas, il a conclu que de nombreux bâtiments n'étaient pas structurellement sains. Il a également écrit que la propriété dans son état actuel présente un risque pour la sécurité de toute personne se trouvant à proximité de l'une ou l'autre des structures. Je suggère d'obtenir une ordonnance du tribunal pour évacuer la propriété afin de protéger la vie du public et des stagiaires. Lorsque l'affaire est devenue intense et féroce, M. Conway et ses partisans se sont défendus. Ses partisans ont déclaré que le bureau de Furman n'avait pas compris l'essentiel et qu'il avait été méchant avec Eustace. À un moment donné, M. Eustace a déclaré « Les êtres humains construisent leur propre maison depuis des milliers et des millions d'années. Et maintenant, nous ne pouvons même plus construire notre propre maison avec les matériaux qui poussent sur notre terre. Ce n'est pas une réglementation, c'est juste un problème de comté. C'est un problème de droit de l'homme. » Pour contrer le rapport de M. Whaley, M. Eustace a publié sur YouTube une série d'entretiens avec l'inspecteur des bâtiments Drew Kelly. Dans cette interview, Kelly déclare que la plupart des bâtiments construits l'ont été au strict minimum, c'est-à-dire à un niveau supérieur à celui auquel ils veulent que les maisons ordinaires soient construites. Non, car il ne s'agit pas de structures modernes. Par ailleurs, Eustace a révélé plus tard qu'il ne croyait pas qu'une plainte ait été déposée. Selon lui, ce n'est pas une coïncidence si ces problèmes avec le service d'urbanisme ont commencé pendant la première saison de Mountain Men. Dans l'épisode 2 de la première saison de la série télévisée, Eustache ouvre sa boîte aux lettres et y trouve une lettre d'apparence officielle. Lorsqu'il ouvre la lettre avec son canif, le contenu le choque. Il ne s'agit pas d'une lettre ordinaire, mais d'un document judiciaire. Sous le choc, il lit « Motion to claim exempt property ». Requête pour revendiquer des biens exemptés. C'est de la folie. Merde, l'avocat paye le shérif pour qu'il m'assigne à comparaître. Je viens de recevoir une lettre disant que votre vie est finie. Il était évident pour tout le monde que le gouvernement s'en prenait à la réserve de Turtle Island, et Eustace n'était pas prêt à lâcher prise. Sous le coup de la colère, un homme a déclaré « Eustache a toujours réussi à vivre de sa terre, mais il a toujours du mal à payer le fisc. Eustache a-t-il abandonné sa terre? Jamais. Pour lui, Turtle Island Preserve n'est pas seulement une terre qui rapporte de l'argent, c'est une terre qui lui donne tout ce dont il a besoin. » Pendant le reste de la saison, Eustace et ses stagiaires ont fendu du bois de chauffage et des rails de clôture pour réunir l'argent nécessaire à la levée de la ligne de démarcation de sa montagne sacrée. Malheureusement pour Eustache, il avait d'autres problèmes à régler, et c'était un vrai gâchis. Kimberly Baker, une femme de 28 ans, avait visité la réserve. C'est là qu'elle s'est blessée. Cela s'est passé en août 2005. Madame Baker était arrivée à la réserve dans le cadre du programme North Carolina Teaching Fellows. Elle et les autres participaient à une séance d'orientation à l'entrée de Turtle Island. Lorsque l'accident s'est produit, l'un des employés d'Eustace a sorti une fronde et a commencé à montrer comment lancer des pierres. Une pierre a volé vers l'arrière et a heurté l'œil droit de Baker qui a fini par s'aveugler. Après l'accident, Baker poursuit le personnel d'Eustace.
Elle conclut un accord avec 2 membres du personnel d'Eustache pour un montant total de 400 $. Malheureusement, Eustache ne pouvait pas se le permettre et a conclu un accord de médiation prévoyant le versement de 75 $, à Baker et l'hypothèque d'une partie de ses terres dans un délai d'1 an pour couvrir ce montant. Le délai est passé, mais Eustache n'a pas pu payer l'argent. Baker a intenté une autre action en justice pour rupture de contrat. Plus tard, en avril 2012, il a payé. Pendant cette période, il était occupé à tourner des épisodes de Mountain Men. Les rumeurs selon lesquelles les malheurs d'Eustache sont liés à Mountain Men sont donc fondées. Croyez-vous aussi que Mountain Men a été scénarisé et truqué? Le gouvernement a-t-il eu raison d'essayer de prendre les terres d'Eustache? Comment vous sentez-vous après avoir découvert toutes ces vérités sur les Mountain Men? Laissez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos affichées sur votre écran.